Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Bourgeois et évidemment Antoine de m'avoir invité à vous parler ce soir de dématérialisation. Alors, le sujet est énorme. J'étais obligé de couper énormément et vous allez voir, j'ai 50 slides, donc ça prend, si on ne dit que 2 minutes par slide, ça prend énormément de temps. L'idée, c'est de réfléchir ensemble sur l'avenir des données produites par l'humanité, les défis, les dangers, enfin, tout ce qui tourne autour. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, et notamment dans le domaine international, puisque c'est le sujet qui vous préoccupe, je suppose. Alors, j'ai prévu de me présenter aussi. J'ai fait toute ma carrière dans le monde électronique et informatique. Comme le précisait Madame Bourgeois, j'ai débuté à l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche coordination acoustique musique, dont le patron était Pierre Boulez, qui est décédé maintenant il y a très peu de temps. En fait, le sujet était déjà la dématérialisation, mais pas de la dématérialisation en termes de texte ou d'image, mais nous nous occupions de son, de tout ce qui est son, tout ce qui est musique, et tout ce qui est synthèse de la parole, synthèse vocale, synthèse musicale, synthèse sonore de manière générale. Ça me fait penser que Pierre disait une chose intéressante à propos des sons. Il disait que tout ce qui nous entoure est du bruit, mais il y a des bruits structurés, c'est la musique, et des bruits non structurés, et ce sont tous les sons que nous entendons, que nous ne sommes pas capables de mettre sur une feuille, sur une portée musicale, on va dire. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a un parallèle, j'en parlerai tout à l'heure, avec la dématérialisation. Alors, j'ai fait des études d'électronique au départ, et puis comme vous, je me suis intéressé à l'international, et je suis passé dans un institut qui s'appelle l'ICI, l'Institut de commerce international, qui m'a formé à tout ce qui est approche commerciale, approche marketing, etc., tout ce qui a une relation avec l'international. Et je dirais que pratiquement un peu plus que la moitié de ma carrière, je l'ai passé en Afrique et au Moyen-Orient, pour des entreprises américaines, et j'ai terminé, j'avais la direction de l'Afrique francophone pour une entreprise spécialisée dans le stockage. C'est la chose que je n'ai pas dit. Ma spécialité, c'est le stockage des informations. Donc tout ce qui a un rapport avec la dématérialisation. Sauvegarde, archivage, tout ce qui concerne la préservation de l'information et le fait de pouvoir donner cette information à l'utilisateur. Alors une petite anecdote, là, j'ai juste fait ça pour vous montrer qu'on va de la tablette d'argile à la tablette tactile, à travers ce fameux scribe égyptien. Donc vous imaginez que ça, ce n'est pas le sujet complet. Hein. Il ne s'agit pas de prendre des papiers. Je vous avais dit que j'allais avoir chaud à un moment, excusez-moi. Il ne s'agit pas de prendre des papiers et de les mettre dans un ordinateur. La dématérialisation, ce n'est pas vraiment ça. Évidemment, ça en fait partie, mais ça n'est pas exclusivement ça. Il y a beaucoup plus de choses à en dire, et on va le découvrir au fur et à mesure. Alors j'ai divisé la présentation en 3 parties. La première partie concerne l'histoire, parce que l'histoire est une chose importante, de tout ce qui est écriture et support. C'est elle qui nous mène là où nous sommes. Ensuite, une petite explication sur la dématérialisation en tant que telle, avec un peu de vocabulaire, parce que le vocabulaire est complexe, il faut le connaître pour comprendre de quoi nous parlons. Certainement dans des journaux ou d'autres, ou dans l'entreprise, demain quand vous y serez, il y aura un langage particulier, il faudra le comprendre. Et puis un petit peu sur les avantages, les inconvénients, les défis, tout ce que l'on rencontre lorsqu'on dématérialise. Et croyez-moi, vous êtes déjà des adeptes de la dématérialisation sans vous en rendre compte. Alors, un peu d'histoire. D'abord, pourquoi évoquer l'histoire? Eh bien, nous évoquons l'histoire, j'aime bien cette phrase qui est connue, nous évoquons l'histoire parce que le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. Si nous ne savons pas d'où nous venons,
Nous ne saurons jamais où nous allons. Et il n'y a pas de bon vent, moi qui suis un amateur de bateaux, de voile, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. C'est clair. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous parler un petit peu d'histoire. Alors, comment l'homme a commencé à représenter sa pensée? De manière très triviale, très bête, très basique. Vous le savez, vous l'avez étudié à l'école. Une main posée sur un rocher et on asperge avec ce qu'on a sous la main. Là, en l'occurrence, c'est un peu de glaise qui va colorer et donc représenter cette main. L'homme a eu besoin de communiquer. Et après, ça a été de plus en plus sophistiqué, jusqu'à arriver à des dessins de qualité assez impressionnante pour l'époque où ils ont été faits. Mais on se rend compte que cette histoire a plus de 40 000 ans. Elle a plus de 40 000 ans, et cette histoire s'arrête, on l'appelle la préhistoire, elle s'arrête évidemment avec le début de l'écriture. Le début de l'écriture, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, est daté d'il y a 6 000 ans, environ 4 000 ans avant Jésus-Christ. On a commencé à retrouver une représentation de la pensée humaine sur des supports. Alors ces supports, nous allons voir, ça a été tout d'abord la chose la plus normale qui soit la représentation du commerce. Puisque les populations de cette époque-là, au départ, n'étaient pas structurées, on a commencé à voir apparaître les cités. À partir du moment où on a vu apparaître la cité, on a vu apparaître automatiquement la politique. La politique était accompagnée également du commerce, et donc il a fallu pouvoir donc transmettre des factures, tout simplement, à des personnes qui achetaient des biens, etc. Et ces factures se faisaient sur ce que vous voyez en image, qui s'appelle donc un calculi. C'est l'ancêtre du boulier, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Et c'était fait sur de l'argile, donc ça permettait d'avoir des transactions, de facturer, etc. Et puis, évidemment, on est passé à l'écriture un peu plus savante, un peu plus intelligente. Et pour ce faire, c'est la tablette d'argile qui a été utilisée. Donc, les tout premiers écrits sont vieux d'à peu près 5000 ans. Vous voyez, on a sauté un millier d'années. Et nous voyons ces premiers écrits qui sont sous diverses formes. La première des formes se retrouve en Mésopotamie, donc qui est l'actuel Irak. Et la deuxième forme, qui est à peu près concomitante, se retrouve en Égypte avec les hiéroglyphes, que vous connaissez certainement, vous avez étudié ça à l'école, j'imagine. Alors ce sont des pictogrammes, on essaie de représenter des choses un peu à la méthode de la préhistoire, mais un peu plus élaborées, on va dire, un peu plus structurées. Et on commence à voir, pour la partie mésopotamienne, des dessins de ce type, qui sont sur des tablettes d'argile, et pour la partie donc qui évolue dans le temps vers quelque chose de plus structuré, de moins sous forme de dessin, on va dire. C'est ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Ça, c'est sa phase initiale. L'écriture cunéiforme, ça ressemble à des espèces de clous que l'on va mettre en forme en faisant des petits dessins et qui vont représenter des mots et des phrases. Et puis, du côté, ça c'est le côté donc Mésopotamie, et le côté égyptien, ce sont encore des dessins qui eux-mêmes vont également évoluer vers une écriture qui est plus proche de celle que nous connaissons, c'est-à-dire cursive, et qu'on retrouve donc dans ce type d'écrit. Les Égyptiens ont rapidement découvert une méthode pour la fabrication d'entre guillemets un papier, qui est le papyrus. En fait, ce sont des végétaux dont ils font un tressage
Et à partir de ces végétaux, on va pouvoir écrire. Et ensuite, ça évolue encore. Et nous avons donc le premier alphabet, toujours cunéiforme, toujours sumérien, et qui lui est beaucoup plus structuré. Pourquoi? Parce qu'on retrouve des lettres. On est au début de la représentation par des lettres de l'écrit et des phonèmes, comme vous pouvez le voir. Moi, j'y ai vu quelque chose qui est très proche de l'informatique. Pourquoi? Vous allez le voir sur l'image suivante. Quand vous regardez ça, ça ressemble tout à fait à un code informatique. Ce ne sont pas des lettres, ce sont les chiffres écrits en sumérien, en cunéiforme. Ils utilisaient quelque chose qui s'appelle un kalam. Le kalam, aujourd'hui dans la langue actuelle, ça veut dire le crayon. Dans la langue orientale actuelle, le kalam c'est le crayon. Et en fait, c'était un roseau qui était taillé sous forme de, comme la pointe d'un crayon, quand on taille avec un taille-crayon. Donc c'est comme ça. Et en fait, on écrasait le kalam contre l'argile, contre la plaquette d'argile, et ça permettait d'avoir ces dessins. En positionnant de diverses façons, ça permettait d'avoir ces dessins. Moi, je trouve véritablement quelque chose de très proche au codage informatique, au binaire, ou éventuellement à l'hexadécimal. Parce que vous voyez que la combinaison donne des chiffres. C'est très très proche. Et puis, finalement, on termine cette période de nouvelles inventions avec l'alphabet qui m'est très proche, qui est l'alphabet phénicien. Ce que je n'ai pas dit au départ quand je me suis présenté, c'est que je suis à moitié libanais, à moitié italien. Donc l'alphabet phénicien, c'est l'alphabet de nos ancêtres, et il me touche particulièrement. Et là, on est véritablement dans un alphabet où il n'y a que des lettres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers alphabets n'avaient pas de voyelles. Bizarrement, ce n'étaient des alphabets que de consonnes. Même si on a quelque chose qui s'appelle le Aleph au départ, qui semble être l'équivalent du A, et en fait c'était une consonne. Les voyelles sont venues bien plus tard. Et si je fais un parallèle pour vous qui avez travaillé dans l'international avec la langue arabe, pour ceux qui auront l'opportunité de travailler dans le monde arabe, l'écrit arabe n'a découvert la voyelle que très tardivement. Au départ, tous les mots arabes étaient fabriqués que de consonnes. Généralement 3 à 4 consonnes. Et c'était à partir de ces consonnes assemblées que l'on fabriquait un verbe, que l'on fabriquait un adjectif, que l'on fabriquait tous les mots qui tournaient autour. Mais à l'origine, ce ne sont que des consonnes. Donc comme je vous le mets là, c'est l'alphabet phénicien est le père de tous les alphabets contemporains que nous connaissons, que vous utilisez, à l'exception évidemment des alphabets asiatiques, qui sont, comme je n'en parle pas dans cette présentation, mais vous savez que nous, occidentaux, sommes totalement occidentaux-centriques, si je peux me permettre. Nous avons la fâcheuse tendance à ignorer ce qui s'est passé en Asie. Mais pour faire juste une petite parenthèse sur l'Asie, elle a beaucoup de retard par rapport à nous, en termes d'alphabet. Pas pour le reste, mais en termes d'alphabet, c'est certain. L'apparition des alphabets, qu'ils soient chinois, japonais ou autres, est beaucoup plus tardive par rapport aux alphabets que nous avons connus autour de la Méditerranée. Les langues indo-européennes et orientales ont été beaucoup plus en avance par rapport aux asiatiques. Voilà. Il y a aussi un autre pan qu'il ne faut pas négliger, qui est l'Amérique. De l'époque avant la conquête espagnole, anglaise, française et autres. L'Amérique a des civilisations qui étaient également alphabétisées, dont nous avons relativement peu de traces malheureusement, puisque pour de multiples raisons internes à ces populations et externes dues aux différentes conquêtes, ce sont des traces qui ont été complètement effacées et qui ont complètement disparu. Alors, il reste des choses, on commence à redécouvrir des choses, mais je pense que
on n'est qu'au début de cette recherche. Alors, nous avons parlé de l'écrit, maintenant nous allons parler plus en détail du support. Le support, lui, on l'a vu, on part du rocher, on évolue vers la tablette d'argile, le papyrus, le parchemin, le papier, la pellicule, les supports. Vous voyez qu'il y a une espèce d'accélération. Quand on regarde sur l'échelle du temps, on parle de dizaines de milliers d'années, de centaines d'années, de quelques années. Les supports évoluent à une vitesse exponentielle. Ça, c'est une chose extrêmement intéressante. Si j'ai quand même pensé à nos amis asiatiques, et cette chose-là, qui sont des plaquettes de bambou, les Asiatiques, quand ils ont commencé à écrire, bien avant notre comment appelle-t-on ça, livre, codex, si vous voulez, ont été précurseurs en termes de... Ils ont eu une approche un peu différente. Nous avons privilégié le rouleau, c'est-à-dire que nous écrivions sur des papiers kilométriques et on les roulait. Et eux ont privilégié cette forme qui s'appelle l'OLE. O-L-E, ou accent circonflexe, même si l'accent circonflexe disparaît de notre dictionnaire bientôt. Je ne sais pas comment on va s'exprimer sans accent circonflexe. Il y aura des ambiguïtés, mais bon. En tout cas, l'OL est cette espèce de superposition de morceaux de bambou qui sont attachés avec des fils de cuir. Et qui vont permettre donc d'écrire la plupart du temps des écrits religieux au départ, puisque c'est ce qui a prédominé l'écriture. Et puis finalement, on voit donc plus récemment des supports électroniques, informatiques. Alors j'ai voulu vous mettre ça, c'est juste pour une question de culture. On appelle volumen donc ces fameux rouleaux. Vous avez dû voir à la télévision qu'on a découvert les rouleaux de la mer morte, par exemple. Ça s'appelle un volumen. Après, on est passé au codex. Le codex, c'est la forme que nous connaissons actuellement de livres, sous forme de plusieurs feuilles reliées. Les feuilles, à l'époque, c'était de la peau. C'était de la peau d'animaux qui était séchée, raclée, jusqu'à avoir une feuille extrêmement fine de peau, et on les reliait entre elles. Après, on est passé une période très très courte au moment de la découverte de l'imprimerie à l'incunable. C'est une période d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. On a appelé le codex ou le livre incunable. Et puis on est passé à la forme que nous connaissons actuellement du livre, le livre contemporain, avec du papier, puisque nous avons découvert la méthode pour la fabrication du papier. Et puis, évidemment, nous sommes en plein air de dématérialisation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors voilà résumé plusieurs milliers d'années en une image. Et rappelez-vous que tous ces écrits, au départ, étaient d'abord réservés aux élites. Le peuple n'écrivait pas. C'est à partir du moment où on a mis au point une écriture cursive qu'on est passé de la simple représentation de la pensée à l'écrit vers le dialogue par l'écrit. Ça paraît quelque chose d'anodin, mais on a évolué énormément en passant de cette petite chose qui est la simple l'écriture de la pensée vers le dialogue. Le dialogue, c'est l'équivalent du SMS ou, pour être plus contemporain, ou du mail. J'ai envie de te dire quelque chose, je te le dis. Je ne vais pas réfléchir à une pensée, la formaliser et puis la rendre entre guillemets universelle. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée. Quand c'était quelque chose de très important, c'était carrément sur la feuille d'or. Là, c'est un traité commercial entre un peuple qui a complètement disparu et dont on sait peu de choses, qui sont les Étrusques, et les Phéniciens. C'est un traité commercial donc, qui a été signé entre ces deux peuples. Sachant que les Phéniciens se promenaient tout autour de la Méditerranée, ça a été les premiers à inventer le commerce international, si on peut dire. Les Phéniciens nous ont appris beaucoup de choses. Alors, après, il y a encore une étape. Il y a encore une belle étape, c'est comment le savoir est devenu universel.
parce que, comme je vous l'ai dit, le savoir était réservé aux élites, et à un moment, il a bien fallu l'universaliser, qu'il soit accessible à tout le monde. Alors, voyons votre perspicacité. Question, qui est ce monsieur? Gutenberg. Non? Comment? Les élèves, pas vous, vous savez. Ah, d'accord. Non, vous êtes exclus hein, des réponses. Vous n'avez pas le droit de réponse. Voyons. Très bien. Exact. Ce monsieur, c'est Gutenberg, qui nous a légué quelque chose de fantastique. C'est l'imprimerie. Il nous a permis de multiplier l'écrit à l'infini. Comme souvent, les inventeurs ne sont pas gâtés par le succès commercial. Et donc, le pauvre Gutenberg, ça a été un fiasco commercial, ce qu'il a fait. Est-ce que vous voyez si je me mets là? Ça a été un fiasco commercial total. Et il s'est fait piquer par 3 autres compères son invention. En fait, à l'époque, évidemment, il fallait une permission des autorités pour imprimer. Et donc, cette permission, il l'avait obtenue pour imprimer, devinez quoi, des Bibles, parce qu'on ne pouvait pas imprimer autre chose. Et donc, le premier imprimé qu'il a fait, c'était une magnifique Bible. C'est un homme auquel on doit beaucoup aujourd'hui. Mais il s'est fait piquer son affaire, dans la mesure où il a eu du mal à vendre les 50 premières Bibles qu'il a imprimées, alors qu'il avait promis à son mécène de lui rapporter beaucoup d'argent. Et du coup, face à un tribunal, le mécène a récupéré l'invention. Et c'est le mécène qui a gagné beaucoup de sous après avec cette invention. Ça arrive souvent. Windows en est un des exemples notoires, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pas Bill Gates qui l'a inventé. Allez, une petite parenthèse. C'est un vieux monsieur qui a inventé Windows, enfin qui a inventé DOS au départ. Et ce vieux monsieur l'avait inventé pour s'amuser. Il était à la retraite, il s'amusait, il a inventé ça. Et puis Bill Gates, étudiant, était dans le voisinage de ce monsieur et il a découvert ça, il a trouvé ça très intéressant, il a su le vendre. Donc il l'a acheté pour $100 à ce monsieur. Il a déposé les brevets. Et voilà, c'est l'histoire de DOS et de Windows après. Alors, toujours dans la même veine, qui est cet inventeur? Oh, zut, j'ai fait apparaître le nom. Monsieur Jacquard. Alors, pourquoi Monsieur Jacquard dans la dématérialisation? Monsieur Jacquard dans la dématérialisation, c'est la personne qui a inventé l'automatisation du métier à tisser. Le métier à tisser, c'est ce qui permet de faire des tissus, tout simplement. Et ce brave homme était le premier. Le métier à tisser n'a pas été sa première invention automatique. Il a fait de la broderie automatique en premier. C'est la première chose qu'il a inventée. Il a inventé une brodeuse automatique, qui a été magnifique. Il l'a inventée, ça a fonctionné. Ça l'a beaucoup amusé. Il l'a mise dans... Comme c'était un scientifique et pas un commercial, il l'a mise dans son grenier. Il l'a montré à des copains, il l'a mise dans son grenier, il s'en est préoccupé. Et puis à un moment, il s'est passé une chose très intéressante, c'est qu'il a été appelé il était à Lyon, hein, si j'ai bon souvenir, il a été appelé par Paris, par le ministère à l'époque l'équivalent de l'industrie. Il a été appelé à Paris, et le type il montait à Paris entre 2 gendarmes, parce qu'ils ont eu la délicatesse de lui envoyer 2 gendarmes pour le prendre. Il est monté à Paris entre 2 gendarmes. Il était effrayé, il suait, il transpirait, il avait peur, il ne savait pas ce qu'on lui demandait, parce que les gendarmes n'étaient pas au courant. Arrivé devant le ministre qui va bien, le ministre lui explique que son invention de la broderie automatique était fantastique et qu'il fallait qu'il se penche sur quelque chose d'équivalent pour fabriquer du tissu. Donc il s'est penché sur l'histoire du tissu et il a mis au point la carte perforée que vous voyez ici, qui est l'ancêtre de l'informatique. C'est la première méthodologie informatique, on va dire, entre guillemets informatique, qui permet de reproduire sans nécessairement que l'homme soit présent, ou que l'homme ait la connaissance de la fabrication. Là, en l'occurrence, quand on faisait un tissu, il fallait avoir des années de métier pour savoir tisser, surtout quand il y avait des dessins complexes. Et puis ça prenait beaucoup de monde.
Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que après le moment où il a automatisé, il y avait des cartes. Il suffisait de prendre des cartes, les mettre sur un automaticien, on refabriquait le même tissu. Donc c'est facile. Et puis, le temps passe, et on tombe sur ce monsieur. Alors, qui est ce monsieur? Comment? Oula, qu'est-ce qu'il a dit ça? Excellent. Comment tu sais ça? Excellent. Nous avons un grand connaisseur au fond. Oui, oui, c'est Turing. C'est Turing, monsieur Alan Turing, qui est né au début du siècle dernier, donc en 1912, et qui est décédé malheureusement trop jeune. Oui, il s'est suicidé. Il est mort trop jeune. En fait, ce monsieur est... Non, mais si, Imitation Game, c'est ça? Comment? C'est le garçon de Imitation Game, du film Imitation Game. Ah, je n'ai pas vu ce film. Peut-être. C'est exactement ça. C'est ça, hein? Voilà. C'est ça dans le film. D'accord. Oui. On me confirme, notre spécialiste dans la salle me confirme que c'est Imitation Un Game. film génial. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit. On voit mal, hein, je suis désolé. Oui. En fait, ce monsieur a été Homosexuel anglais. à l'origine... Ne dévoilez pas tout ce que je vais dire. Il s'est suicidé. Mais ne dévoilez pas tout ce que je vais dire. Donc, ce monsieur a été à l'origine du décodage d'Enigma. Et je suis sûr que vous savez ce que c'est qu'Enigma. Quelqu'un sait, vous savez tous ce qu'est Enigma ou j'explique? Vous ne savez pas? Si, c'est une machine qui a su décoder les messages. Alors, Enigma, non, ce n'est pas la machine qui a su décoder. Enigma est une invention de 1920 et quelques. C'est un physicien qui l'a inventé. En fait, l'idée, c'était le début du chiffrement. L'idée, c'était de chiffrer des données. Et donc, il a mis au point un algorithme mathématique pour le chiffrage de données. Le chiffrement, en français on ne dit pas chiffrage, on dit chiffrement pour être exact. Pour le chiffrement des données. Et les Allemands se sont emparés pendant la Deuxième Guerre mondiale de cette invention. Et donc, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, ils ont utilisé ces machines de chiffrement, ils ont mis au point, à partir de cette invention d'algorithme, les machines de chiffrement avec l'algorithme d'Enigma, de façon à pouvoir émettre l'ensemble des messages de manière codée vers les sous-marins, vers les avions, entre le commandement et l'armée, etc. Et le problème qui se pose, c'est que même si on a l'algorithme, c'est pas pour autant, on sait coder, mais même si on a l'algorithme, on ne sait pas décoder. Donc il a fallu trouver une méthodologie qui permette de décoder. Chiffrer, si on a l'algorithme de chiffrage, c'est facile, mais déchiffrer, croyez-moi, si on n'a pas la clé au départ, parce qu'il y a deux choses, il y a le chiffrement et il y a la clé. Pour pouvoir chiffrer, on met une clé et ça chiffre. Pour pouvoir déchiffrer, il faut avoir la clé originelle. Si on n'a pas la clé, même si on a l'algorithme, on ne sait pas revenir en arrière. Et donc c'est le cas. Et lui, Turing a trouvé la méthodologie pour le déchiffrement des messages allemands. Et donc, il ne s'est pas arrêté là, il a fait d'autres choses. Il a également émis un certain nombre d'hypothèses, notamment sur le problème de la décision. Vous serez confronté à ça dans l'entreprise demain. C'est comment prendre une décision et comment savoir si la décision est bonne ou pas bonne. Et donc, il a trouvé une méthodologie mathématique qui permet de savoir, au moment de la prise de décision, si la décision sera bonne ou pas bonne. Entre guillemets, je vulgarise, c'est bien plus complexe que ça. Mais, encore une fois, ce n'est pas au niveau de l'humain, c'est au niveau de la machine. Ce n'est pas la décision de prendre une voiture bleue ou une voiture rouge. L'idée est à transposer dans une machine, c'est comment une machine prendra une décision entre un certain nombre de paramètres et d'hypothèses. C'est ça l'idée. Donc voilà, est-il possible de trouver une méthode effectivement calculable pour décider si une proposition est démontrable ou non? C'était ça son idée. Ensuite, il a également écrit et défini l'ensemble d'un ordinateur. Les ordinateurs n'existaient pas. Voilà. Il a défini comment il fallait construire un ordinateur et il a défini également les algorithmes qui permettraient de fabriquer des programmes sur des ordinateurs. Vous imaginez, c'est un monsieur hautement intelligent.
Et finalement, il a aussi mis au point un test qui s'appelle le test de Turing. Le test de Turing, l'histoire est intéressante. L'idée, c'est de prendre une personne comme moi, je suis là, on met un paravent, derrière le paravent, on va mettre deux choses différentes. D'un côté, on va mettre un être humain, et de l'autre côté, on va mettre un ordinateur. Moi, je ne vois pas qui est l'être humain, qui est l'ordinateur. Je ne sais d'ailleurs même pas qu'il y a un être humain et un ordinateur. J'ai deux interlocuteurs. Je pose des questions aux deux interlocuteurs. Si, au bout de l'entretien et de toutes les questions, je ne vois pas de différence entre l'être humain et l'ordinateur, je vais considérer voilà, que le logiciel de l'ordinateur a passé les tests avec succès. Ce sont donc les bases de l'intelligence artificielle. Vous visualisez un peu... Oui, allez-y, je vous en prie. Aucune machine n'a réussi le test de Turing. Aucune machine, pardon? Aucune machine n'a réussi le test. Le test de Turing jusqu'à présent, oui. Non, c'est clair que... Parce que on travaille sur l'intelligence artificielle, on a pas mal de choses, mais il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais perdre de vue, ne perdez jamais de vue, malgré tous les instruments que vous avez entre les mains aujourd'hui, vous avez ça de manière courante dans votre génération, l'instrument que vous avez entre les mains ne vous rend que ce que vous lui donnez. On n'en est pas encore au stade, et au niveau expérimental, oui, mais au niveau de l'outil que vous avez entre les mains, nous ne sommes pas encore au stade de l'apprentissage avec un mode de raisonnement derrière. C'est le raisonnement qui manque à la machine. Vous avez quand même un champion qui a été battu au jeu de Go. Oui, au jeu de Go, aux échecs. Il y a eu Kasparov a eu beaucoup de difficultés à battre au dernier match. Non, il y a des choses qui se font. Mais la particularité qui nous sépare entre la machine et l'homme, c'est le raisonnement. On va y arriver. On va y arriver parce qu'à force d'instruire une machine, on va lui donner le pouvoir de raisonnement puisque nous allons lui donner tout notre savoir. Donc ça va venir. Votre génération le verra. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais vous le verrez. Et puis, ça a été un peu dévoilé, mais Turing a été condamné pour homosexualité en 1952. En 1954, on ne sait pas s'il s'est suicidé ou pas. En tout cas, c'était une pomme qui était empoisonnée au cyanure qu'on a retrouvée auprès de lui. Donc il est mort. Et il y a un de ses collègues de Bletchley, c'est un peu difficile à prononcer. Donc c'est l'endroit où il y avait le contre-espionnage anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale et où ils ont déchiffré le fameux code de Enigma, qui dit que si les autorités avait su pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il était homosexuel, l'Occident aurait perdu la guerre contre les Allemands. Tout à fait. Ce qui aurait été fort dommageable. Mais bon, les mentalités évoluent, heureusement. Alors voilà, en gros, comme tout à l'heure, je vous ai montré tout ce qui était support donc de l'écriture. Voici aujourd'hui les supports... l'évolution des supports modernes de dématérialisation. Vous avez tous certainement joué avec une petite machine, une petite boîte musicale, là, avec une petite manivelle. Vos grands-mères doivent avoir tout ça. Hein, forcément. Nous avons tous joué à ça. Il y a une très très belle boîte à musique chez moi à la maison. Elle était en Égypte, en fait. Malheureusement, elle a disparu. J'adorais ça quand j'étais gamin. De cette boîte à musique et du métier jacquard que vous avez vu tout à l'heure a découlé l'orgue de Berberie que vous voyez des fois dans les rues, un monsieur chanter avec son machin, il tourne sa manivelle. Hein, vous avez certainement vu ça à Paris. On est passé à la carte perforée qui a été utilisée dans les premiers ordinateurs chez IBM et chez d'autres d'ailleurs. Après, nous sommes passés à toutes sortes de supports, de disques durs, de bandes magnétiques. Les anciennes bandes magnétiques faisaient des sauvegardes sur ces grands rouleaux, c'était gros comme ça. Quand j'ai débuté, on travaillait avec. Après, on est passé à des petites cassettes, les disquettes que vous n'avez certainement pas connues, vous avez dû voir dans la cave chez vos parents, ça. Je sais pas, vous avez travaillé avec? Oui. Oh! Waouh! Il y a encore des... On n'est pas si vieux que ça. Non, non.
Figurez-vous que mon mémoire de fin d'études, j'ai gardé le vieil ordinateur de 1992, et il n'y a pas longtemps, Antoine m'a dit, tu veux pas me le donner ton mémoire? Je lui ai dit, mais je ne l'ai pas, il est sur mon vieil ordinateur. Il me dit, écoute, débrouille-toi, c'est ton métier, sors-le sur papier. Donc j'allume mon vieil ordinateur. Déjà, première chose, c'était du Windows 95, peut-être, quelque chose comme ça. Non, même pas, peut-être plus ancien. Je l'allume. Il fonctionne. Déjà, j'étais content. Ça commence bien. Et puis, je vais regarder mon mémoire. Ça marche. Malheureusement pour moi, le mémoire, je l'ai écrit avec quelque chose qui s'appelle PageMaker. Enfin, vous ne connaissez pas. Qui a dit si? Vous avez vu où ça? Ah ben ça fait longtemps par contre. C'est l'homme préhistorique, ça, le PageMaker. Si, je me rappelle l'avoir utilisé, mais ça fait vraiment longtemps. Hein. Parce qu'ils l'ont arrêté, ça fait un moment qu'ils l'ont arrêté. C'était magnifique, c'était un logiciel de mise en page dont l'objectif était d'aider les imprimeurs à mettre en page les livres. C'était un truc extraordinaire. Vraiment très très bien fait. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Bon, peu importe, il y a peut-être un remplaçant, je n'ai pas creusé la question. Donc je démarre mon PageMaker et je m'aperçois qu'à l'époque, j'ai été passé sur PageMaker 6 et que mon mémoire était écrit en PageMaker 4. Donc il a fallu déjà, avec l'ordinateur qui entre deux commandes mettait à peu près entre 30 secondes et 1 minute pour accepter une commande. J'avais oublié qu'on était si patient à l'époque. J'arrive à traduire les 100 et quelques pages en PageMaker 6. Arrivé en PageMaker 6, je me dis, bah maintenant, je vais le mettre en PDF. Et ben non, le PDF, à l'époque, ça n'existait pas. Et je me dis, zut alors, j'avais pas de PDF. Donc j'arrive à le mettre en forme je crois, en XML. Non, pas en XML, en PCF, qui est le format d'impression que HP a mis au point il y a de très nombreuses années. Et il reste quelques versions qui continuent à tourner. Une fois que je le mets dans ce format-là, je me dis, bah, maintenant je vais le transférer sur mon Mac. Ah mais zut, je n'ai qu'une disquette. Sur mon ordinateur, j'avais que des disquettes. Donc il a fallu mes 100 pages, diviser ça en 4-5 pages. J'ai mis 48 heures pour le faire. Je prenais la disquette, et puis quand j'ai eu la disquette, je me disais, mais maintenant le Mac, il ne sait pas lire les disquettes, comment je fais? Donc j'ai retrouvé dans ma cave un vieux lecteur de disquettes, première génération USB, coup de bol. Je croyais que je l'avais jeté, mais je l'ai trouvé. Je l'ai collé au Mac, et ça a marché. Donc j'ai pu transférer sur le Mac. Et à partir de ce format PC quelque chose, j'ai pu le transformer en PDF. J'étais heureux comme tout. 48 heures pour 100 pages. Même cette histoire, ça fait rire, mais cette histoire vous donne aussi un avant-goût de ce que c'est la dématérialisation et les problèmes auxquels nous allons tous être confrontés. J'ai passé ma vie à travailler avec des clients sur ce type de problème auquel moi-même j'ai été confronté. Vous voyez, c'est le cordonnier le plus mal chaussé finalement. Je me suis retrouvé face aux contradictions de dématérialisation. Et puis finalement, la dernière trouvaille, si ça ne vous gêne pas, je vais m'asseoir un peu, parce que j'ai beaucoup de mal à rester debout longtemps. La dernière trouvaille, c'est ce que j'ai sur mon Mac, là, que vous devez avoir aussi sur ceux qui ont des MacBook Air. Ce sont les disques, non plus avec des plateaux qui tournent, un moteur qui fait tourner, etc. Ce sont des disques numériques. C'est de la mémoire, en fait. On appelle ça des flash disks dans le langage informatique. C'est tout simplement de la mémoire mise sous forme de disque avec un algorithme qui va aller récupérer les informations comme si c'était un disque dur qui tourne normalement. Je ne vais pas rentrer dans la technologie parce que je peux y passer des heures et ça va vous ennuyer. Et également, l'autre partie sur laquelle on travaille, c'est la miniaturisation. On travaille énormément sur la miniaturisation pour pouvoir alléger les supports de stockage. Un autre point sur lequel on travaille aussi énormément, c'est le futur du stockage de l'information dématérialisée. Alors là, vous voyez 2 ou 3 choses très intéressantes. La première, c'est que nous sommes en train de travailler, enfin je dis nous, parce que je fais partie de cette communauté, même si je n'y suis plus vraiment impliqué en termes technologiques. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle du stockage holographique, c'est-à-dire que vous avez connu les CD, DVD.
C'était un stockage linéaire. Avec un laser, on grillait des cellules métalliques de façon à écrire des 0 et des 1. On s'est aperçu que c'est limité en termes de taille. La quantité de données que l'on peut mettre sur un CD ou un DVD est relativement limitée. Donc on s'est demandé si on ne pouvait pas travailler en 3 dimensions et écrire plutôt qu'en 2 dimensions, écrire en 3 dimensions dans une épaisseur. Et donc ça s'appelle de l'écriture holographique. Mais pour écrire en épaisseur, il a fallu, donc ça c'est la partie écriture, il a fallu inventer le support sur lequel on peut écrire en épaisseur. Et l'invention du support en question, c'est ça, c'est l'utilisation de quartz. Parce que l'autre problématique dont je n'ai pas parlé, de la dématérialisation, c'est la pérennité des supports. Nous sommes confrontés à un énorme problème, mais gigantesque problème. C'est que les premiers supports qui étaient en carton, ça allait, les cartes perforées, on peut toujours les conserver, les mettre dans une cave et les conserver à long terme. Encore que le papier, pour qu'il soit conservé éternellement, il ne faut pas qu'il soit à base d'acide, sinon il n'est pas conservable. Il faut qu'il soit neutre. Les premiers supports sur lesquels on a écrit après, qui ont permis une plus grande diffusion, ce sont les supports magnétiques. Donc sur bande magnétique, sur cassette, sur disque dur. Les disques durs sont également magnétiques. Le problème qui se pose, c'est que le magnétisme, si on n'utilise pas un disque pendant longtemps, on ne réécrit pas régulièrement les données. Imaginons pendant 15 ans, le magnétisme diminue et on n'est plus capable de lire. Ça m'est arrivé avec mes disquettes, par exemple. J'avais sauvegardé des tas de choses, et le jour où on vient pour relire, le magnétisme n'est plus assez fort, et donc les têtes de lecture ne sont plus capables de... C'est vrai ce que je dis ou pas? Si. Et donc les têtes de lecture ne sont plus capables de lire ce qui est écrit sur cette bande magnétique ou sur ce disque magnétique. Donc c'est un problème important de technologie, et il faut réfléchir en permanence, lorsqu'on est confronté à ça, de faire évoluer ce que nous avons écrit sur un ancien support vers un nouveau support de manière cyclique, pour conserver la donnée à long terme. Parce que la technologie change, elle est atteinte d'obsolescence d'une part, mais elle est aussi atteinte de ce phénomène de perte de l'information dessus. Mais également, les formats que nous utilisons, et je vais vous expliquer ce qu'est un format tout à l'heure, les formats que nous utilisons sont atteints d'obsolescence. La preuve, c'est l'anecdote que je vous ai racontée, qui me concerne, où j'ai écrit dans un format, quelques années après, je suis totalement incapable de lire ce que j'ai écrit, puisque les formats utilisés à l'époque n'existent plus. Donc nous sommes confrontés à ce problème-là. On pense, et ça m'amène à la fin de cette slide, on pense avoir trouvé, en tout cas les tests ont été faits, une solution pour la pérennisation de l'information par l'ADN. L'ADN est un codage. C'est un format, c'est un codage au même titre qu'un code informatique, qu'un format informatique. On a fait des tests, enfin il y a un Anglais qui a fait des tests, d'utiliser le codage ADN pour sauvegarder des pages d'un livre. Donc les pages qui sont des caractères, il les a transformées dans un code informatique binaire qui, lui, a été transformé dans un code ADN. Ce code ADN, il l'a écrit dans de la matière vivante. Cette matière vivante a été cryogénisée pour la conserver à long terme. Ensuite, il a envoyé cette matière d'Angleterre vers les États-Unis. Aux États-Unis, dans un laboratoire, ils ont sorti de la cryogénisation cette matière. Ils ont décodé l'ADN de cette matière. Ils l'ont transformé avec le code binaire qui va bien, donc avec le système de décodage. Et ils ont récupéré le livre et la photo, parce qu'il y avait eu des pages d'un livre et une photo. Donc ça fonctionne, on a la preuve que ça fonctionne. La conservation, on sait conserver de l'ADN à long terme. C'est une solution, c'en est une, il en faudra d'autres. Parce que ça veut dire aussi beaucoup d'énergie pour conserver, puisqu'il faut cryogéniser, etc. Donc ça nécessite... Il y a des travaux énormes qui sont faits sur la conservation de l'information, c'est un sujet à part entière. Alors, deuxième partie, il est quelle heure? 7h05, c'est bien, je suis à peu près dans le temps. Qu'est-ce que la dématérialisation? Parce qu'on a vu pas mal de choses, mais on n'a pas véritablement parlé de la dématérialisation. Donc, bon, j'ai mis un peu de texte, là, c'est du vocabulaire. On va rentrer dans le vocabulaire.
Alors, voilà, nous avons... J'ai vu que vous savez beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est? Le spécialiste là-bas. Allez! Va-toi! Tu sèches? Oh, il n'y en a pas d'autres? Ah, Hélène a une suggestion. Allez-y. Ça ressemble à un télégraphe. On n'en est pas loin. Ressemble à On transmet quelque chose. télégraphe. Ah oui, oui. Ah, mais c'est pas le- C'est? Oui, vas-y. Il n'y a pas de suggestion Non, idiote. j'allais dire le Morse, mais c'est pas- Non, c'est pas le Morse. Le Morse, c'était un petit bouton comme ça. Aucune idée? Donc c'est quoi Bon, c'est l'ancêtre du scanner. Oh là là. Vous savez, le beau scanner que vous avez chez vous avec une vitre, vous mettez la feuille, Oui. paf, ou la photo, Ça, c'est l'ancêtre. et vous avez ça sur votre ordinateur, c'est l'ancêtre du scanner. C'est inventé quand 1860, début de l'électricité. Et l'idée, c'était de transmettre entre deux lieux une photo ou un texte. Donc il y avait ce système pendulaire avec un système électromagnétique qui se promenait au-dessus de l'image et qui transmettait à une sorte d'imprimante qui ressemblait à ça aussi, de l'autre côté. Enfin, ça faisait fonction des deux. Et qui allait, avec un crayon, écrire sur une feuille le dessin ou le texte qui avait été transmis. Voilà, 1860. Et puis, voilà. Et puis nous avons eu ce monsieur. Ce monsieur qui, au début du XXe siècle, a travaillé de manière très très sérieuse sur l'OCR. L'OCR qui est un système de lecture automatique des caractères. Et ces travaux ont mené, donc les toutes premières applications, ça a été le télégraphe. C'était la possibilité de lire des caractères et de les transmettre à distance, vers un terminal distant. Là, ce n'était que du texte. C'est un peu avec l'équivalent du Morse, on va dire, mais de manière automatisée. Et il a travaillé également sur quelque chose de plus humaniste, on va dire, qui a été la possibilité pour les aveugles de lire un livre. Et ensuite, il a déposé le premier brevet en 1930, qui concerne donc le scanner tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce brevet a été racheté par IBM assez rapidement. Je crois que 33 ou 34, il a été acheté par IBM. Et voilà la machine, par exemple, qui était faite pour les aveugles. Donc, vous voyez, le livre est posé sur la machine. Il y a un système qui va lire les caractères. Et il y a un petit morceau d'électronique ici, qui, une fois les caractères lus, va les répéter de manière vocale à l'aveugle. Et oui, Ça fonctionnait vraiment avec beaucoup de précision, parce que j'ai entendu dire que même aujourd'hui, on a du mal parfois à reconnaître les caractères sur certains documents. Exact. On a beaucoup de mal encore. L'OCR est au point. L'OCR est totalement au point. La problématique de l'OCR est une problématique de qualité de l'impression. Il faut que l'impression soit irréprochable. Pour vous donner une idée, j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine. La lecture d'échecs automatisés est quelque chose qui existe depuis des décennies. Ça fait des années qu'il n'y a plus personne, quand vous écrivez un chèque, qui le lit et qui l'introduit dans la machine. Vous avez des trieuses à chèques, et des milliers, elles trient des dizaines de milliers de chèques à l'heure. C'est lu de manière totalement automatique. C'est incroyable. Ça va vraiment très 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 vite. Il y a plein de choses qui sont décodées comme ça. On va en parler de toute façon, je vais revenir sur le sujet. Ça, c'est quoi à votre avis? Première image. Oui, c'est la première image scannée au monde. 1957. La première image, 176 pixels par 176 pixels. C'était pas grand-chose. C'est le fils de la personne qui a mis au point le premier scanner commercial. Et puis on est passé du scanner en 2D à l'holographie. Aujourd'hui, on sait prendre des images en 3D de n'importe quoi. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait parler beaucoup de vocabulaire, mais en même temps en racontant l'histoire de ce vocabulaire. Données structurées et données non structurées.
Ah, je suis sûr que certains spécialistes dans la salle savent ce que c'est. Oui? Non? Les données, vous savez ce que c'est? C'est le fait de prendre un caractère, de le transformer en binaire et de le faire avaler à une machine. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire que c'est comme ça. D'accord? Mais en fait, on a deux types de données. Nous avons les données structurées et les données non structurées. Alors, qu'est-ce qu'une donnée structurée? Une donnée structurée... non, d'abord, à quoi ça va servir? Excusez-moi, parce que c'est la slide suivante. À quoi ça va servir? Ça va servir à la donnée à des tas de choses. À tout ce qui nous entoure, que ce soit des statistiques, de l'intelligence économique, de la compta, de l'aide à la décision, tout ce qu'on veut, dossier patient, enfin tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Vos notes, je suppose que vous êtes informatisé, tout est... Vous avez accès à vos notes à distance, tout ça, non? Pas encore? Vous travaillez encore à la main, bon. Mais il y a de plus en plus aujourd'hui, dans les écoles primaires et autres, secondaires aussi, il y a de plus en plus de notes que les professeurs ne distribuent plus. Les corrigés, les enfants les voient sur Internet, ils ont une notation sur Internet, si vous n'êtes pas au courant. Vous avez raté quelque chose, vous auriez dû être 15 ans plus jeune peut-être, non? En tout cas, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans beaucoup d'écoles. Ça évolue énormément. Et qu'est-ce qu'une donnée structurée? Une donnée structurée, on dirait qu'une base de données, vous savez tous ce qu'est une base de données? Oui? Une base de données est structurée. Une base de données, c'est une succession de tables qui contiennent un certain nombre de champs dans lesquels que l'on va mettre en relation entre elles. On va prendre un exemple tout bête, l'identité d'une personne, ça sera une table, avec tout, sa taille, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de tout ce qu'on veut. Un compte bancaire, ça sera une deuxième table. Et dans une entreprise, les différents produits que cette personne achète. Et on va mettre en relation ces trois tables dans une base de données, de façon à savoir quelle identité a acheté quel produit et l'a payé avec quelle banque. Voilà, c'est ça, en gros, une base de données, c'est structuré. Les choses rentrent dans des cases, on va dire. C'est une trieuse à petits pois. Chaque petit pois va tomber dans une case. La donnée non structurée, c'est beaucoup plus le fichier que vous connaissez, PDF, images, sons, etc. Ce sont des données qui ne sont pas structurées, puisque, a priori, on connaît éventuellement le titre du fichier, mais on ne connaît pas le contenu. Alors qu'avec une base de données, on peut extraire un contenu facilement. Et la structuration des données, donc les bases de données, entre autres, joue un rôle clé dans la sécurité informatique. C'est quelque chose de très important, parce qu'une donnée qui est structurée, on va potentiellement avoir la possibilité de donner des autorisations d'accès à des informations et empêcher l'accès à d'autres informations dans une base, alors qu'un fichier, il est là ou il n'est pas là. S'il est présent, vous pouvez le dire. Il n'est pas présent, c'est difficile de... Vous ne pouvez peut-être pas le modifier, on peut toujours mettre un flag sur l'interdit de réécrire ou de modifier. Mais la lecture, à partir du moment où il est présent, vous pouvez le lire. Ce qui n'est pas le cas d'une base de données. La métadonnée. Notre spécialiste, il sait ce que c'est qu'une métadonnée. Non. Comment? Méta, vous parlez grand. Méta, Les informations de référence sur un fichier, notamment les photos, le lieu où ça a été pris, Exactement. l'appareil. Voilà, la métadonnée, en fait, vous avez une image, une photo, puisqu'on a pris cet exemple, et c'est tout le descriptif, quel type d'appareil photo, éventuellement les coordonnées GPS de l'endroit où la photo a été prise, l'auteur de la photo, l'aspect technique, quelle ouverture, quelle vitesse d'obturation, etc. Le nombre de pixels, la définition d'image, des choses comme ça. C'est la métadonnée, je pris cet exemple-là, c'est l'équivalent de ce que nous avons connu comme étant les fiches dans les bibliothèques. Vous savez, quand on allait prendre un livre dans une bibliothèque, on n'allait pas dans les rayonnages, on regardait dans les fiches quel était le bouquin qu'on voulait lire. Il y avait dans la fiche l'auteur, nombre de pages, j'ai jamais vu le poids du livre, mais enfin, il y avait pas mal d'informations intéressantes. Et ça permettait de trier assez rapidement ce qu'on avait envie de lire ou pas lire. Donc c'est ça la métadonnée. C'est des données qui enrichissent le document, de manière générale.
Un format. Alors on a vu tout à l'heure avec l'anecdote, je vous ai parlé des formats. Un format, c'est, vous connaissez de manière classique PDF, JPG, MP3, MPEG, ZIP et autres. Ça, c'est un format. Donc chaque éditeur de logiciel, Word, le format Doc par exemple, ou Docs aujourd'hui avec le X à la fin, chaque éditeur de logiciel aura son format. Il y a certains formats qui sont de fait devenus entre guillemets universels, comme le PDF. Attention, ce n'est pas parce que le PDF est universel aujourd'hui qu'il le sera dans 10 ans. Soyez très prudents si vous avez des informations écrites dans un format. N'oubliez pas de faire évoluer vos fichiers vers les nouvelles technologies au fur et à mesure que le temps passe. Les photos que vous avez aujourd'hui stockées, je suis certain qu'il y en a beaucoup parmi vous qui les stockent sur le cloud ou qui les stockent chez eux mais ne les sauvegardent jamais. Soyez prudents. Les formats peuvent changer. Vous pouvez potentiellement ne plus pouvoir voir vos photos. Ou vous pouvez potentiellement ne plus pouvoir y accéder si elles sont sur le cloud. Pour les utilisateurs du truc à lunettes ou de la pomme un peu croquée, si c'est sur le cloud, rien ne vous garantit que vous allez pouvoir les reprendre gratuitement demain. Et pourtant, elles vous appartiennent. Mais ils s'arrangeront. Comment ? Ils s'arrangeront, quoi qu'il en soit. Ils ne peuvent pas nous laisser sans... J'ai la preuve du contraire. Je la montrerai tout à l'heure. Parce que sinon, ils vont faire J'ai la preuve du contraire, on en parlera. Le coffre-fort numérique, vous en avez entendu parler ? Non. Non, pas entendu parler du coffre-fort électronique. Le coffre-fort électronique est une approche relativement récente. Je dis bien relativement, c'est une dizaine d'années. L'idée est sous forme de service, de proposer un réceptacle sécurisé de l'information. Non seulement il doit être sécurisé, mais il doit offrir également l'indexation, c'est-à-dire la possibilité pour un document qui n'est pas structuré, comme on a vu tout à l'heure, d'avoir un index, donc une sorte de métadonnées sur ce document, pour pouvoir retrouver ce document facilement. Il doit aussi proposer l'archivage à long terme, c'est-à-dire théoriquement, je dis bien théoriquement, s'occuper de vous enlever le poids de, si c'était un format PDF et que le PDF disparaît au profit d'une nouvelle technologie, de le passer à cette nouvelle technologie. C'est ce qui devrait être fait, mais ça n'est pas fait. Il doit pouvoir être accédé soit localement, soit sur un intranet. Intranet, vous savez ce que c'est? C'est un réseau interne à une entreprise, même si l'entreprise est dispatchée au niveau international, ou à distance. Si jamais c'est sur Internet, par exemple, si l'accès se fait par Internet. Il peut être privé ou partagé. Il doit pouvoir aussi offrir une valeur probante. Vous savez ce que c'est que la valeur probante en termes de documentation? La valeur probante, c'est le fait que l'on puisse produire ce document au niveau juridique, avec un certain nombre de certitudes qui n'a pas été altéré depuis qu'il a été stocké, qui n'a pas été modifié, qui n'a pas été... C'est-à-dire qu'il est, dans un langage vulgaire, on dit conforme à l'original. Les juristes n'aiment pas cette phrase, parce qu'elle n'est pas juste. Mais il doit être conforme à l'original. Vous avez déposé un original, qui est une pièce, entre guillemets, qui doit pouvoir servir comme preuve. Cet original ne doit pas être trafiqué. On doit pouvoir vous le rendre dans la même forme qu'il a été au départ. Donc on dit qu'un document, si je dois utiliser le véritable vocabulaire, a une valeur probatoire, pas probante. Probante est une déformation du terme qui est assez utilisé dans le monde informatique. C'est ça l'idée. Ça a été normalisé. Il y a la norme pour la France, il y a des normes ISO équivalentes au niveau international. Pour la France, c'est la NFZ 42-020. Personnellement, j'ai travaillé un peu dessus. Je n'aime pas trop cette norme parce que il y a un marchand de soupe qui a mis son grain de sel dedans. Il a réussi à vendre
à la norme une technologie. Il se trouve que c'était le seul à fabriquer cette technologie-là. Donc, normalement, une norme doit donner des bonnes pratiques. Ça vous parle, le terme, l'expression de bonnes pratiques? Non? Les bonnes pratiques, c'est quand on va normaliser quelque chose, ça sera de dire, si je veux ouvrir cette porte, je veux normaliser l'ouverture de la porte, ben je vais faire la description de comment m'approcher de la porte, comment tenir la poignée, comment tirer sur la porte, sur la poignée pour ouvrir la porte, etc. Ça, c'est la normalisation. C'est une bonne pratique. C'est-à-dire comment faire pour arriver de manière systématique et répétitive, répétée par n'importe qui, en lisant le document, à refaire la même chose, à reproduire la même chose. Mais une norme ne doit en aucun cas dire que la porte doit être en bois ou de la marque X, Y ou Z. C'est une déformation de la norme. Et il se trouve que la RZ 42-020 a ce défaut. Elle a été modifiée récemment pour en limiter la portée au niveau de ce défaut, mais le défaut existe encore. Oui, ça c'est très important. Vous voyez, elle ne traite pas des problématiques liées à l'authentification, la confidentialité, les métadonnées, l'interfaçage des couches métiers, alors que ça devrait être le fond de cette norme. C'est une chose importante. La signature électronique. Signature électronique, alors on a vu le coffre-fort électronique. Comment on peut faire pour être certain que ce qu'il y a de contenu... Alors, je fais une parenthèse hein, là, à ce stade. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis, je vous en parle, ça n'est pas parce que c'est un sujet franco-français. Ce sujet-là est un sujet international. Ce sont des problèmes que nous rencontrons au quotidien au niveau international. À chaque fois qu'on va, de manière officielle, transférer un document, envoyer un document vers un autre pays, recevoir un document d'un autre pays, tous ces problèmes dont je vous parle se posent. Donc je ne l'ai pas dit au départ, je préfère le dire maintenant. Si je l'ai dit, je le répète. C'est très important au niveau des échanges internationaux. La signature électronique, c'est quoi? C'est quelque chose qui va aller avec le coffre-fort électronique. La signature électronique, c'est l'équivalent de la signature manuscrite. D'accord? Sauf qu'on ne peut pas la mettre. On ne peut pas signer, scanner sa signature, la mettre sur un document et éventuellement mettre le document sous forme PDF et l'envoyer à quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est... Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que ça ne répond pas à un certain nombre de choses, de critères, notamment le critère d'inaltérabilité ou le critère de non-réutilisabilité, etc. Moi, votre PDF, vous me le donnez, avec mon métier, je vous garantis que je vous fais un faux. Ça me prend, allez, 2 minutes, je peux vous faire l'exemple tout de suite. Donc la signature manuscrite scannée, mise sur un PDF, ne vaut rien. Donc, rappelez-vous, au niveau international, si vous recevez un document comme ça, il n'a aucune valeur probante, aucune valeur juridique. Ce qu'il faut, c'est que la signature doit être authentique, c'est-à-dire qu'on soit capable de retrouver l'identité du signataire sans difficulté et de manière certaine. Alors, je vais relier ça parce que vous vous demandez pourquoi je vous décline un certain nombre de choses les unes après les autres. Je relie ça, la signature électronique, au coffre-fort donc, que nous avons vu. Et ça se relie également au format, puisqu'il va falloir écrire sous un certain format. Tout ce que je vous ai dit précédemment est lié à ces différentes choses. Donc là, elle doit être également infalsifiable, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, sur un PDF, je peux la prendre et la mettre ailleurs. Il ne faut pas que ce soit possible. Donc, pour ne pas que ce soit possible, on va relier ça à ce que nous avons vu avant, le chiffrement. Donc, il va falloir chiffrer la signature de manière à ce que vous ayez la clé de chiffrement, mais que celui qui reçoit la signature puisse la lire, mais pas la déchiffrer de telle manière à avoir votre clé de rechiffrement et reproduire la chose. Donc il doit avoir une deuxième clé qui permet de lire, mais qui ne permet pas de réécrire. Donc deuxième chose importante. Elle ne doit pas être réutilisable. Donc c'est aussi cette partie chiffrement qui empêche ça. Elle ne doit pas être altérable. Une fois que le document est signé,
On ne peut pas revenir en arrière. Il n'est pas question de retirer la signature du document et dire je ne l'ai pas signé. Il est signé, c'est définitif. Et il faut qu'il soit irrévocable, c'est-à-dire que juridiquement, le signataire ne peut pas nier qu'il a signé, puisque c'est le seul détenteur de la clé de chiffrement qui permet de signer le document. Alors comment ça se présente au niveau technologique? C'est quand même intéressant de le voir. Ça se présente de la façon suivante. J'ai mon document, PDF ou autre. J'ai ma clé de chiffrement, qui m'est personnelle, personne ne l'a autre que moi. Je vais, avec cette clé de chiffrement, créer une empreinte qui va être additionnée à mon document. Et les deux ensemble vont créer le document définitif qui contient la signature électronique, chiffrée, et le document. J'envoie le document à un correspondant, il le reçoit, il a une clé publique. Une clé publique qui va lui permettre non pas de déchiffrer ma signature, mais qui va lui permettre de pouvoir s'assurer que ma signature est véridique. Et cette clé de déchiffrement, elle va lui diviser en deux le document. On le voit, elle va d'un côté déchiffrer les données qui sont contenues dans le document, et de l'autre côté, non pas déchiffrer, mais calculer. Je ne veux pas rentrer trop dans la technologie, mais en fait, il y a un algorithme qui va calculer un nombre qu'il va comparer à cet autre nombre-là, qui est l'empreinte du document, et comparer à l'empreinte de la signature. Si ces deux nombres coïncident, ça veut dire que le document et la signature sont vrais. Si ces deux nombres ne coïncident pas, c'est que le document a été trafiqué. Et il n'a pas la clé privée, il n'a que la clé publique. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est très important, c'est utilisé au niveau international. Tous les documents qui circulent à valeur probante sont comme ça. Vous avez dû le voir, donc vous peut-être ne déclarez pas des impôts, mais ceux qui font la déclaration, la télédéclaration, ont dû être confrontés au fait qu'on vous demande un certificat. Le certificat, c'est votre signature électronique, en fait. C'est ce qui va être adjoint à votre télédéclaration des impôts pour que les impôts aient, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, je travaille sur ce sujet aussi, les impôts, ça leur permet de savoir que c'est bien votre déclaration des impôts. Et que si un jour vous vous retournez vers les impôts en disant « moi, j'ai jamais télédéclaré ça », et ils vont vous dire « excusez-nous, mais c'est votre signature électronique qui est dessus ». C'est ça le certificat. Voilà. Alors évidemment, ça se complète avec un tiers de confiance. Hop là. Ça se complète avec un tiers de confiance. Le tiers de confiance est donc... on a vu le coffre-fort électronique, on a vu le document chiffré avec la signature électronique, et on a le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est le troisième larron de la foire, qui lui va être celui qui va, on va dire, entre guillemets, mettre la clé. Pas tout à fait celui qui met la clé, mais on va dire entre guillemets mettre la clé. Et s'assurer que l'addition de la clé et du document, il détient l'algorithme qui va faire l'addition des deux, en quelque sorte. Et il va s'assurer que le document chiffré c'est un peu l'expert comptable, on va dire, du chiffrement de documents. Vous avez le comptable qui fait les comptes et vous avez l'expert comptable qui les certifie. C'est un peu l'équivalent. Excusez-moi. Ça serait retiré du film? Donc, c'est un organisme qui est habilité, comme vous le voyez, à mettre en œuvre et à gérer les clés publiques. PKI, ce sont les clés publiques. Des signatures électroniques dans différents cadres donc de sécurisation des transactions, etc. Vous savez, quand vous achetez sur Internet, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous signez électroniquement. Vous avez un certificat et vous avez une signature électronique. À chaque fois que vous achetez quelque chose sur Internet. Donc le commerçant a la preuve que c'est vous et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même si on vous a piraté. Pour lui, c'est vous. Vous ne pouvez pas prouver le contraire facilement, on va dire. C'est faisable, mais ce n'est pas facile. Voilà, et dans un cadre, vous voyez, comme on disait, fiscal, il s'engage à réceptionner les pièces justificatives
établir la liste de ses pièces, leur contenu, attester de l'exécution de ses opérations, assurer la conservation des pièces jusqu'à extinction du délai de droit commun. Et là, ça m'amène à une petite anecdote qui donne une bonne image de ce qui se passe dans le monde de la dématérialisation. C'est l'histoire d'un monsieur qui a 80 ans, je vous l'ai raconté un peu au téléphone l'autre jour, l'histoire d'un monsieur qui a 80 ans qui tombe amoureux d'une jeune fille de 20 ans. Ou l'inverse, ça arrive. Hein. Ne rigolez pas, c'est des choses qui arrivent. La jeune fille fait ses études. Elle termine ses études à l'âge de 25 ans. Coup de bol ou pas, je ne sais pas, que chacun regarde la chose par sa lorgnette. Le monsieur a 85 ans, il meurt. C'est la moyenne d'âge pour les hommes pour mourir. Il meurt. Madame donc commence à travailler à l'âge de 25 ans, mais monsieur lui avait commencé, comme il est de l'ancienne génération, à travailler à l'âge de 15 ans. Il a arrêté à l'âge de 65. Il a pris sa retraite à 65 ans et il est mort à 85. Madame commence à travailler à 25 ans et elle prend sa retraite à 60. D'accord? Une femme. Retiens tout ce que je te dis parce que je sais que toi tu es un bon, tu calcules bien. Oui, non mais attends, je retiens ça parce que... Alors la question c'est, pendant combien de temps la caisse de retraite doit conserver les données du couple pour servir la retraite de monsieur et de madame jusqu'à la mort de madame qui meurt à l'âge de 90 ans. Sachant qu'il doit reverser, l'organisme de pension doit reverser la pension de reversion à madame. Alors, Tobias? Elle est... Je l'écris? Non, j'ai pas le tableau. De 15 à 85. 70 ans. Ensuite, madame commence à travailler, quand je voulais faciliter, hein, quand monsieur meurt, donc quand il a 85 ans, on a déjà 70 ans dans le... Elle prend sa retraite à 65, d'accord, mais elle meurt à 90. Donc de 25 à 90, ça fait combien d'années? Là, ça fait encore 65 ans. Et plus, combien de monsieur? 70 ans. Ça fait 135 ans. 135 ans. La caisse de retraite doit conserver les données du couple pendant 135 ans. 135 ans. Pour servir la pension de retraite à madame. Ça veut dire quoi? C'est une anecdote, mais elle n'est pas si simple que ça. Elle a une relation avec ça. Ça veut dire que ces gens-là, ils doivent, les tiers de confiance, les coffres-forts électroniques, tout ce que vous voulez, tous les organismes qui ont des données à valeur probante à conserver, doivent conserver ces données sur des décennies. Conserver les données sur des décennies, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on revient à ce que je vous ai expliqué avec mon mémoire, ça veut dire que quand le monsieur avait 15 ans, probablement les documents étaient simplement manuscrits. Quand madame est décédée, ça veut dire, elle a 25 ans aujourd'hui, elle décède en 2000 plus 65, ça fait combien? On est en 2016, ça fait en 2080. En 2080, vous êtes capable de me dire quelle est la technologie qui existera en 2080? Moi non. Totalement impossible de vous le dire. Je ne sais même pas si l'ordinateur persistera, peut-être qu'il y aura un ordinateur trinaire ou quaternaire, ou je ne sais pas. Quelle est la technologie qu'il y aura à ce moment-là? Quel format il y aura à ce moment-là? On n'en sait rien. Donc il va falloir mettre en place des bonnes pratiques, d'où l'intérêt de l'explication tout à l'heure de la bonne pratique. Encore une fois, rappelez-vous qu'on est dans un cadre international et que ça dépasse la France, puisqu'aujourd'hui nous avons la retraite en France, mais demain nous aurons probablement une retraite européenne. Comment on va gérer ça? Et je ne vous parle que de retraite. Il va falloir gérer ça de manière intelligente. D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Très mauvaise nouvelle. Vous savez qui va s'en occuper? Devinez qui va s'en occuper? C'est vous! Donc réfléchissez à ça. Je vous apporte déjà un problème à résoudre. Je suis pas sympa, je sais. Alors, on n'a pas fini.
Nous avons parlé de la signature électronique, du coffre-fort électronique, de tout. Mais on a encore une chose un peu plus compliquée, l'horodatage. Et oui, l'horodatage est important. Rappelez-vous, la jeune fille et le monsieur, il va bien falloir savoir à quel moment elle a commencé à travailler. Donc il faut une date, une heure. Il va bien falloir savoir à quel moment ils sont morts, etc. Il faut une date, une heure. Donc il y a un horodatage. L'horodatage est l'équivalent de la signature électronique, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui vont additionner les choses, etc., comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pour ça que je ne le remontre pas. Mais on a quelque part une horloge. Elle se trouve où pour l'Europe? Ah, non. Hein? Non. Elle est? Non. Non, elle est en Allemagne. Ah, je sais pas. Oui, l'horloge est en Allemagne. Je ne me rappelle plus. Munich ou Max Planck? Munich, je crois que c'est ça. Alors c'est l'Institut Max Planck alors. Oui, je crois que c'est ça. C'est l'horloge de référence pour tous les ordinateurs européens. Donc cette horloge de référence va donner une date, une heure précise, avec jusqu'au millième, et on va additionner ça à notre document qui a déjà une signature et qui va avoir en plus une estampille avec la date et l'heure, de façon à ce qu'elle soit reconnue. On appelle ça dans le langage informatique un jeton. Ça s'appelle un jeton de horodatage. Ouf, on avance. Et on a vu que le début là. Allez, on va presque finir. JED, OCR, là. L'OCR, on a vu, c'est la reconnaissance des caractères qui ont été inventés au début du XXe siècle. La JED, c'est la gestion électronique de documents. Donc c'est une bonne pratique sur laquelle il y a aussi de la technologie qui va permettre à l'intérieur d'une entreprise, la JED et la LAD, c'est presque similaire, sauf que la JED va gérer des documents non structurés et la LAD va gérer des documents structurés. On a vu ce que c'est tout à l'heure, structuré, non structuré. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la possibilité d'avoir une entreprise sans papier. L'entreprise sans papier, c'est quoi? C'est un document arrive. Imaginons qu'on ait encore un petit peu de papier. Une lettre arrive. La personne qui accueille le courrier le matin, elle va ouvrir tous les courriers, elle va les scanner et elle va les mettre dans un système de gestion électronique du document. Une fois que le document est scanné, le document papier est automatiquement acheminé. Il ne passe plus entre les mains des différents services de l'entreprise. Dans l'entreprise, dans les ministères, dans tout ce qu'on veut. J'ai travaillé il y a de nombreuses années maintenant sur la GED des CAF, les caisses d'assurance d'allocation familiale. Je peux vous dire que ça a été un gros pinch. C'était pas simple. Parce qu'il y avait beaucoup de politique surtout. Donc, dans les CAF, ce qui se passe, document, l'allocataire envoie sa déclaration. La déclaration arrive, il y a une opératrice à l'entrée, elle scanne le document, terminé. Derrière, il y a tout ce système informatique où les différents agents qui vont intervenir sur le document vont pouvoir lire le courrier qui est arrivé le matin et l'enrichir avec des métadonnées. Vous voyez pourquoi je vous ai parlé de métadonnées? Parce que chacune des choses que je dis a une importance dans la chaîne. Donc il va être enrichi avec les métadonnées en disant oui, l'allocataire a le droit, non, l'allocataire n'a pas le droit, enfin, tout le métier de l'allocation familiale. Donc les documents seront au fil du temps, enfin du cycle, enrichis, ça s'appelle le workflow, j'ai dû le marquer d'ailleurs quelque part. Voilà, c'est la chaîne de validation, ça s'appelle le workflow. Retenez ce terme, vous l'entendrez dans l'entreprise quand vous travaillerez. Et finalement, au bout de ce workflow, le document est archivé. Au bout du workflow, ça veut dire que l'allocataire aura eu ou pas ses allocations familiales, il aura une réponse, etc. Et donc, au bout de ce workflow, on aura le travail qui sera terminé. Alors, évidemment, dans les métadonnées, donc il y a cette base de données de GED qui va gérer l'ensemble des liens qu'il y a entre différents documents, parce qu'il peut y avoir un document... Les allocations familiales gèrent énormément de choses. Elles gèrent la naissance des enfants, elles gèrent les problématiques d'APL que vous devez connaître,
elle gère les problématiques des handicaps, elle gère tout un tas de sommes et de problématiques inhérentes à la locataire. Encore une fois, ce n'est pas une particularité française, ça existe dans d'autres pays. Si vous êtes amené à travailler dans d'autres pays, vous allez également être confronté à ce type de choses. Et la GED et la LAD sont de plus en plus utilisées dans les entreprises. J'ai eu la chance de travailler dans la première entreprise américaine qui a fait zéro papier. C'était Sun Microsystems, pour ceux qui connaissent. C'était, bon, il n'existe plus, c'est Oracle qui l'a racheté, mais ça a été un choc culturel énorme. Je suis rentré dans cette entreprise, pas de bureau, pas de papier. Je suis arrivé, je m'assieds où? Là où tu veux. Tu loues un emplacement. Ah, donc il y avait une borne, on regardait où est-ce qu'il y avait de la place. On louait pour 8 heures l'emplacement, le bureau. On arrivait, il y avait un terminal, j'avais juste une petite carte de crédit, je la mettais dans le terminal. J'étais reconnu automatiquement, je mettais mon mot de passe et j'avais tout mon environnement qui réapparaissait. Mon environnement de travail, le dernier document que j'avais laissé ouvert, peu importe. Ça a encore du mal à... On est encore à l'ère de la manivelle pour faire fonctionner ça, mais c'est en train de venir. Il y a de plus en plus d'entreprises. Il y a une question culturelle. Alors, en fonction des pays dans lesquels vous travaillez, culturellement c'est plus accepté. D'autres pays, il y a des pays où surtout les pays latins, on va vous dire, ah mais si vous restez chez vous, si vous avez la possibilité parce qu'on avait un bureau à Avenue d'Iéna, on avait un bureau à Vélizy, on avait un bureau à Lyon. Moi je me levais le matin, je ne savais pas où j'allais. Je restais à la maison travailler ou quand j'avais des clients à voir, je descendais dans un des bureaux, n'importe lequel, celui qui était le plus pratique pour moi. Dans certains environnements culturels, on va vous dire que oui, mais l'employé peut potentiellement ne plus travailler, faire ce qu'il veut, il est plus surveillable, etc. Ce sont des faux prétextes. Tout est surveillable. D'autant plus que vous avez votre carte, que vous la mettez dans votre machine, que vous avez votre téléphone, vous êtes localisable géographiquement. On sait tout ce que vous faites aujourd'hui. Votre petit outil magique que certains ont sur la table ou dans la poche permet de savoir exactement ce que vous faites. Pensez-y. C'est une information importante. Donc voilà, on ne perdait pas de temps, on travaillait, on avait ce qu'on appelle les reviews, donc tout était vérifiable, tout ce que nous faisions était vérifiable. Et puis vous avez un chiffre d'affaires à faire, vous avez des tâches à produire, tout est vérifiable. Voilà pour la GED, la LAD, etc. Ah, le cloud. J'ai eu une recommandation de la part d'Antoine Sfer pour vous dire un certain nombre de choses à ce sujet, à part l'aspect technologique de la chose. C'est lors d'une conversation avec lui qu'il m'a dit « Ouh, mais c'est très grave ce que tu me dis. Il faut que tu en parles à mes étudiants. » Ok. Alors, déjà, qu'est-ce que le cloud? Il y en a qui savent? C'est un système de partage. Oui. Ça permet d'enregistrer les données, que ce soit les photos ou des documents, Oui. sur Internet finalement, et on peut retrouver ça partout. Oui. C'est une très grande usine d'ordinateurs qui stocke toutes les données des individus qui sont connectés sur le cloud. Ouais. Et c'est pas forcément dans le pays dans lequel on réside, ça peut être soit en Europe ou alors stocké par exemple pour les États-Unis, enfin pour Apple aux États-Unis ou encore sur une île dans laquelle on ne connaît pas vraiment les législations. Donc on ne sait pas où nos données sont stockées. Donc si on prend une photo en France, admettons, cette photo, les données de la photo seront stockées peut-être, je ne sais pas, en Irlande ou alors sur une île créée par Google en plein milieu de l'océan. Parce que là, maintenant, c'est ce qui s'est développé, des îlots où peuvent poster ces des très très grands ordinateurs qui conservent toutes les données. Donc, c'est bon. Plus ça donne un peu plus d'informations. On a peut-être une troisième information. La plus grosse banque de données pour aider ça. Plus ça, c'est vrai aussi. Rien n'est faux. Tout est vrai, ça additionne. Tout ce que vous dites, ça additionne. Selon les politiques d'utilisation notamment de Google et Dropbox,
ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nos données, les garder, les réutiliser pour d'autres utilisations, notamment commerciales, et elles ne nous appartiennent finalement plus. Je vais distribuer des billes à la fin de la conférence. Merci, très important ça, très important. Plus. Allez, dis-nous quelque chose. Je veux pas de billes. Non, bon. D'autres. Non, mais en tout cas, tout ce que vous avez dit est vrai. Je vais ajouter des choses. Alors, oui et non, des grands ordinateurs, oui et non. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur des systèmes de calcul distribués. Avant, on avait des grands ordinateurs, des énormes salles qui contenaient un seul ordinateur énorme. Et on n'est plus tellement dans cette ère-là. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'ère des fermes de calcul. La ferme de calcul, c'est quoi? C'est un... Vous savez la différence qu'il y a entre un serveur et un ordinateur? Non, ça vous parle? C'est la même chose. Un serveur et un ordinateur, c'est la même chose. La seule différence, c'est dans le vocabulaire. Le serveur, c'est un outil qui va être partagé. C'est un ordinateur pareil que les autres. Simplement, on le dédie à un partage. Donc, il va être utilisé par plusieurs personnes ou plusieurs logiciels, etc. Alors qu'un ordinateur, c'est plutôt quelque chose qui va être, entre guillemets, privé. Donc, voilà. C'est la différence la distinction qu'on fait entre ordinateur et serveur. Maintenant, je rajouterai un certain nombre de choses pour vraiment formaliser le cloud. La première des choses, c'est la possibilité d'exploiter de la puissance de calcul ou de stockage. Calcul ou stockage. Vous faites la différence. Stockage, c'est là où on va mettre les données. Et le calcul, c'est ce qui va permettre de faire tourner les logiciels. C'est indépendant. Un logiciel peut tourner, on va l'alimenter avec des données, les données vont être stockées quelque part. Vous faites la distinction? Oui, non? Oui? Bon. Ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau. Le cloud, l'objectif du cloud, c'est que l'ordinateur ou le serveur ne soit pas présent. Il est n'importe où. C'est ce qui a été dit aussi. Donc tout ce que vous avez dit est bon. Mais de manière formelle, c'est la possibilité de partager une puissance de calcul et un stockage sans nécessairement savoir où se trouve cette puissance de calcul ou ce stockage. C'est l'objectif. Les caractéristiques essentielles, c'est la disponibilité mondiale en libre service. N'importe qui doit pouvoir y accéder. L'élasticité, ça c'est une notion qui est relativement récente en termes d'informatique. Pourquoi? Parce que nous sommes passés d'un monde qui était le monde du mainframe, c'est-à-dire la grosse salle informatique avec un seul ordinateur dedans. Et quand on voulait augmenter la puissance, ben, ce n'était pas possible, il fallait tout jeter et remettre un plus puissant à la place. Donc ça coûtait énormément. Alors qu'avec cette notion de ferme de calcul que nous connaissons aujourd'hui, ben, la ferme de calcul, c'est une addition de petits ordinateurs comme celui-là. On en prend un, si on a besoin de puissance supplémentaire, on en rajoute un à côté. Si on a encore besoin, on rajoute à l'infini. Et les programmes ne sont plus écrits pour un ordinateur comme c'était le cas avant, mais les programmes sont découpés en tranches. Et chaque tranche de ce programme tournera sur un des ordinateurs en question. Alors, dans le cadre des ordinateurs personnels, vous avez certainement entendu parler de multiprocesseurs et multicorps. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait qu'un seul processeur, c'est un seul ordinateur dans l'ordinateur. Aujourd'hui, on est capable d'avoir un système bicœur ou 4 cœurs, c'est-à-dire qu'il a 4 processeurs à l'intérieur, et chacun est multicore, il a 2 ou 4 corps, C-O-R-E, c'est-à-dire qu'il est capable de faire 4 calculs simultanément. Donc si vous avez un PC portable avec un bicœur et chaque cœur a 4 corps, vous avez l'équivalent de 8 ordinateurs dans votre ordinateur. Ou 16 si c'est un quadriprocesseur. C'est fabuleux. Donc on fait ça. Aujourd'hui, on augmente la puissance en rajoutant des cartes processeurs, tout simplement, ou des serveurs supplémentaires. Oui. Ça ne doit pas être associé avec une puissance de stockage en plus? Alors, le stockage ne se chiffre pas en puissance. Il n'y a pas de puissance dans le stockage. Il y a 3 ou 4 paramètres qui définissent le stockage. Le premier paramètre, c'est sa capacité.
en quantité d'octets ou de bytes. En français c'est octet, en anglais c'est byte. BYTE. Donc c'est ce qui définit. Alors on commence par l'octet, le kilo-octet, c'est 1000 octets, etc. Méga, giga, téra, péta, hexa. À chaque fois c'est multiplié par 1000. D'accord? Je vais en parler tout à l'heure aussi. La deuxième chose, c'est la vitesse à laquelle on peut accéder à l'information. C'est ce qui caractérise le stockage également. C'est le deuxième paramètre important. Après, ce sont des paramètres trop technologiques, je ne vais pas rentrer dedans. Disons que ce sont les deux paramètres les plus importants. Donc l'élasticité, c'est cette capacité à grandir ou devenir plus petit de manière très, très agile. L'ouverture, ouverture, en termes informatiques, qu'est-ce que c'est? J'ai un Mac, tu as un PC, il a un Linux. Voilà. On a un expert, un véritable expert. Tu as là, et chacun a son langage, chacun a son format. Donc le cloud doit être capable de servir ces trois différents modèles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils fonctionnent de manière totalement différente. Alors, c'est un peu une hérésie ce que je raconte pour un informaticien, parce que dans la couche basse, Linux et Mac fonctionnent de la même façon. C'est de l'Unix, BSD, enfin. Mais bon, ça c'est du jargon informatique. La mutualisation, donc on a vu la mutualisation également, on l'a compris puisqu'on doit pouvoir mutualiser l'information qui se trouve sur le cloud. Et on le voit par exemple à travers, pour ceux qui sont des adeptes de la musique, téléchargement de musique ou de films, ben c'est de la mutualisation quelque part. Et le paiement à l'usage. On appelle ça, on utilise beaucoup plus le terme anglais de pay per use que paiement à l'utilisation. Le pay per use est devenu quelque chose qui malheureusement va se généraliser. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, vous pouvez encore acheter la suite Office pour prendre quelque chose qui vous est proche. Demain, vous ne pourrez plus l'acheter. Vous devrez payer une redevance tous les ans à Microsoft. Et ils ont déjà commencé le modèle quand vous allez acheter la première chose qu'ils vous proposent. Il faut aller chercher dans les petits alinéas pour pouvoir trouver comment on l'achète définitivement. Mais sinon, ils vous proposent une location pendant un an du pack Office. C'est ce qui nous attend de manière systématique. Les éditeurs de logiciels, je vous ai dit qu'aujourd'hui j'ai la liberté de parole, je ne pouvais pas le dire longtemps. Les éditeurs de logiciels en veulent à votre portefeuille. Je vous invite à avoir l'esprit critique en permanence. Vous, cette génération-là, ne vous laissez pas embobiner. Ayez l'esprit critique. Oui, je vous écoute. Les logiciels, ils viennent payants, mais ils sont super facilement téléchargeables. Donc on peut avoir tous les logiciels gratuitement. Et non, ça ne sera plus justement l'idée de louer le logiciel et non plus de le vendre, parce qu'on est à la première étape. Ça prendra des identifiants et du coup... Première étape, je te loue le logiciel, tu le télécharges et tu le mets sur ta machine. Ça, c'est l'étape numéro 1. C'est même pas louer, c'est aller sur un torrent qui est en train de... Oui, non, mais ça, c'est l'étape numéro 1. Après, il faut vérifier l'intégrité du truc. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, tu peux le pirater. Tu vas sur un torrent, tu vas sur la mule, tu fais ce que tu veux. Le logiciel, pourquoi? Parce qu'il est encore téléchargeable. Demain, c'est plus le cas. Le logiciel, aujourd'hui, tu as la possibilité de le télécharger, de le conserver sur ta machine. D'accord? Microsoft te propose ça. Demain, c'est fini. Demain, étant donné qu'on est en train de multiplier les accès réseau, en tout cas dans le monde civilisé, entre guillemets civilisé, dans le monde occidental, les réseaux sont facilement accessibles. En ce qui concerne les pays sur lesquels j'ai travaillé, malheureusement les réseaux n'étaient pas accessibles. Mais on a trouvé une façon de sauter une étape dans les pays dans lesquels j'ai travaillé. Donc les réseaux étant très accessibles, on va te dire que tu ne télécharges plus le logiciel va tourner sur le cloud, et si tu as besoin de faire tourner Word ou Excel ou peu importe, tu vas te connecter sur le cloud, le logiciel tourne là-bas, pas sur ton PC, il n'y aura plus de version que tu peux télécharger. Donc même si tu as torrent et tout ce que tu veux, tu pourras pas le télécharger. Oui, mais dès qu'il y a une loi, il y a toujours, ou dès qu'il y a des règles, il y a toujours des gens qui inventent la façon de la contourner. Oui. Enfin, la façon de la contourner, je vais vous en parler aussi parce que je vois que vous êtes intéressés. Logiciel libre, on met ça de côté, je vous raconterai après. Parce que je voudrais avancer. Sinon, faut que je revienne. Donc l'idée, c'est de ne plus pouvoir télécharger un logiciel,
mais c'est de n'avoir que la possibilité d'aller écrire ton document Word chez eux, sur le cloud, chez le fournisseur, et à partir du moment où tu as écrit ton document, il sera également sauvegardé chez eux, parce que les futurs PC n'auront plus de disque dur. Et oui, c'est ce qui nous attend, et ça ne me plaît pas du tout. Ça veut dire que tu ne seras plus propriétaire de ton information. Ça veut dire que pour accéder à ta propriété intellectuelle, il faudra que tu payes. Je prends l'exemple que tous ceux qui sont dans cette salle, vous avez tous des comptes bancaires. Oui. Oui, non? Ah oui. Est-ce que vous devez payer pour accéder à vos informations de compte bancaire? Non, pour l'instant. Mais ça, Comment ça, non? ça va venir. Si, non. Non, ça ne va pas venir, c'est déjà venu depuis longtemps. Vous payez une redevance tous les mois. Dans la redevance, on vous dit la carte de crédit est inclue à 1, et puis il y a un petit mot en dessous, on vous dit, si vous voulez accéder à vos données, si vous n'avez pas payé cette redevance, vous n'accédez pas aux données. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de vous revendre, vous donner une information au banquier, et il vous fait payer pour que vous y accédez, parce qu'elle vous appartient, mais il vous fait payer une redevance pour que vous la lisiez. Ayez l'esprit critique en permanence. C'est ce que veulent faire tous les éditeurs de logiciels. C'est ce qu'a fait, je vais le citer tout à l'heure, une boîte qui s'appelle Salesforce. Ça vous parle? Salesforce est une entreprise qui a fait un super CRM, Customer Relationship Management. C'est un logiciel qui va faire la gestion du client depuis qu'on le prospecte, qu'on le découvre, jusqu'à ce qu'il achète et qu'il crache au bassinet. Le problème qui se pose, c'est que la base de données de clientèle n'est pas chez vous, n'est pas dans l'entreprise, elle est chez Salesforce. C'est vous qui prospectez, qui faites tout le travail, et pour y accéder, vous devez payer. Et le jour où Salesforce vous dit, ben, aujourd'hui c'est plus 100, c'est 1000 qu'il faut payer, vous n'avez pas le choix. Vous allez payer 1000. C'est ce que fait un éditeur de base de données que j'ai cité tout à l'heure, que je ne vais pas reciter, qui joue dans la Coupe de l'Amérique. Il fait ça. Il va voir ses clients, il leur dit, ah ben ta base de données, ah ben hier c'était 100, mais aujourd'hui c'est 1000. Ah t'es pas content? La licence elle dure qu'un an, horodatage, au bout d'un an elle se coupe. Je vous parle de choses que j'ai vécues, je ne vous parle pas de science-fiction. Oui. Choses que j'ai vécues. Réfléchissez. Faites attention à ce que vous faites. Logiciel libre, logiciel libre. C'est le seul contre-pouvoir que nous avons encore. Je suis désolé, je prêche un peu la révolution, mais... Alors, le cloud n'est pas nouveau. Les premiers mainframes, ceux qui ne savent pas, c'était les grandes salles informatiques où il y avait un seul ordinateur énorme, on tirait des lignes. Juste une question, qu'est-ce que vous appelez des logiciels libres alors, dans ce cas-là? Ah, ben, le logiciel libre, ben, je donne un exemple que je vous invite à utiliser. Vous avez l'équivalent du pack Office gratuit qui s'appelle OpenOffice. Vous allez sur Internet, vous le téléchargez, il est gratuit. Donc quoi, tout ça, c'est... Il fait la même chose. Il y a zéro différence. Les menus, simplement les menus, alors fichier enregistré, vous allez peut-être le trouver dans... Ça va peut-être pas s'appeler fichier enregistré, ça va s'appeler document enregistré. Parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre les... Ils ont même copyrighté les mots fichiers enregistrés. Les mots du vocabulaire ont été mis sous copyright. Dans un monde complètement fou, mais c'est comme ça. OpenOffice. Il y a Excel, l'équivalent d'Excel dedans, qui s'appelle Calc. Il y a l'équivalent de Word, il y a l'équivalent de PowerPoint, il y a l'équivalent d'Outlook, tout ce que vous voulez. Mozilla, Firefox. C'est que pour certains types de logiciels, par exemple les logiciels plus pointus comme par hasard traitement photo, c'est pas si simple. Pas du tout. Les traitements photo, il y a d'excellents logiciels de traitement photo. Le nombre, je vieillis un peu les neurones de 10 minutes, donc ma capacité de mémoire diminue, mais il existe. Logiciel libre pour traitement d'image existe. Tous les logiciels que vous voulez existent. Apache, c'est l'éditeur d'OpenOffice. Apache n'est pas l'éditeur d'OpenOffice à l'origine. À l'origine, c'est mon ex-patron de Sun, qui est le fondateur de Sun Microsystems, c'est pour ça que Sun a disparu, qui était un homme qui disait « Nous fabriquons du matériel, ça nécessite des usines, ça coûte de l'argent, ça on vous le vend.
fabriquer du logiciel, ce n'est que de la prestation intellectuelle, ça ne coûte rien, on vous le donne gratuitement, et c'est un bienfait pour l'humanité. On voit ce qui est devenu la boîte. Oui, évidemment. C'est pour ça qu'il ne faisait pas payer, contrairement vous payez Windows. Lui, Solaris, il ne le faisait pas payer. C'était gratuit. Et donc, il a lancé l'idée de dire, un traitement de texte, une fois que ça a été écrit, il y a juste un petit peu d'innovation derrière, un peu de maintenance. Donc, un pack équivalent Office, quoi, traitement de texte, tableur et autres. Donc, il a dit, on va créer un groupe de travail. Les ingénieurs, quand ils rentrent chez eux à la maison, au lieu de se tourner les pouces ou de faire du piratage, écrivez-nous un truc sympa. Et ils ont écrit un truc sympa. Donc c'est le groupement Apache, effectivement, qui derrière a repris. Il y a eu deux versions d'OpenOffice. Il y a eu la version qui s'appelait StarOffice, qui était la version entre guillemets monétisée. Je dis bien entre guillemets parce qu'en fait, elle n'était pas vendue. Elle était tout simplement donnée à l'utilisateur. Ce qu'on vendait à l'utilisateur, c'était la maintenance. On lui vendait de la hotline, en fait. Parce que ça, c'est normal. De vendre une hotline s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des questions à poser, on ne peut pas mobiliser les gens gratuitement. L'entreprise a besoin de mieux. Et l'idée, c'était ça, c'était de donner les logiciels et ne facturer que de la hotline, qui était vraiment modique. Mais la boîte a disparu. Elle a été mangée par le gros fabricant de base de données que nous avons cité, qui fait de la voile. Par hasard. Tout à fait par hasard. Alors, je vous ai dit, c'est pas nouveau. Et puis, les principaux acteurs que l'on a aujourd'hui sur le marché, même si vous ne le savez pas, Amazon est le numéro 1 des providers. Vous permettez que je fasse un peu de mots anglais au milieu, parce que j'ai tellement de mal maintenant à dire les choses en français. C'est un des principaux providers de cloud. Citrix, vous ne connaissez pas, je pense, parce que c'est plus professionnel. C'est le numéro 2. Citrix propose aussi des logiciels qui permettent de découper les ordinateurs en plusieurs morceaux et de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur. Je prends mon Mac, j'installe un produit Citrix dessus, et je peux déclarer 10 ordinateurs dedans et faire tourner 10 instances comme si j'avais 10 ordinateurs. C'est une technologie, on appelle ça de la virtualisation. Mais bon, ça fera l'objet peut-être d'une autre discussion. Google, HP, IBM, Intel, Microsoft, Salesforce, c'est des gros providers. Donc voilà, le cloud, ça ressemble à ça. On a tous les utilisateurs autour, sous n'importe quelle forme, tablette, portable. Et encore, tout n'est pas mis ici parce qu'aujourd'hui, une voiture peut accéder au cloud. N'importe quel objet peut être connecté aujourd'hui. Et de toute façon, n'importe quel objet sera connecté. Ça, c'est une certitude. On va vers le tout connecté sur... Et je vous expliquerai après pourquoi, parce qu'on veut faire du big data. Oui. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire? Est-ce que si la voiture est connectée au cloud, est-ce que quelqu'un depuis le cloud peut se connecter à la voiture? Oui. Ah oui. La réponse est oui. Depuis mon PC, depuis ma tablette, etc., il y a quelqu'un qui peut la contrôler à distance, par exemple. Ou accéder à tous mes fichiers à distance. La réponse est oui. Et je vous invite à être très vigilant, je vais encore en parler. C'est ce qu'Antoine m'a demandé de vous ouvrir l'esprit sur ces choses-là. Sur le comment, à partir du moment où vous utilisez différents logiciels, mais je vais y venir, je ne vais pas l'anticiper. Donc, 5 minutes. Bon, j'accélère, mais il y a la troisième partie que nous n'avons pas abordée. Donc on va peut-être s'arrêter là, je reviendrai, je ne sais pas, si ça vous intéresse. Vous laissez les questions. Oui. Je termine simplement cette partie. Big Data, c'est le dernier point. C'est le dernier point. Vous avez entendu parler de Big Data ou pas? Oui. Oui? Bon. Alors, qu'est-ce que Big Data? Big Data, c'est tout simplement quelque chose qui désigne des ensembles de données qui deviennent tellement volumineuses, ces données deviennent tellement volumineuses qu'on n'a pas la capacité de les traiter avec les systèmes classiques. Comme je dis, ils deviennent difficiles de les traiter avec des outils classiques de gestion de bases de données ou de gestion d'informations. Ça devient impossible. Quand on voit sur Internet, vous avez des milliards d'informations. C'est gigantesque. Alors je prends un exemple dans ce cas, je prends l'exemple qui me touche particulièrement, c'est l'exemple de la santé.
Aujourd'hui, on a peut-être la connaissance de comment traiter le cancer. Je pense même qu'on l'a, ne pas me tromper à 99%. On doit avoir toute la connaissance pour traiter le cancer. Le problème, c'est que cette connaissance est distribuée. Il y a des tas de médecins, des tas de chercheurs, ils ont tous la connaissance, ils font des congrès, ils discutent, ils échangent, etc. Mais ils n'arrivent pas à mettre toutes les données scientifiques en commun pour en sortir la quintessence et peut-être sortir la solution miracle qui va soigner le cancer. Peut-être que nous avons cette information. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que la quantité de données est tellement monstrueuse qu'on n'arrive pas à faire de corrélation entre ces données autrement qu'en parlant entre humains. Sauf qu'en parlant entre humains, c'est un cerveau qui parle à un autre cerveau ou un cerveau qui parle à plusieurs cerveaux. Et ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, si on essaye de la mettre uniquement humainement en commun, il faudrait des années-lumière pour en sortir la quintessence. Et la vie d'une personne est limitée à moins de 100 ans. Donc on a pensé à ce système de big data qui va permettre de quoi faire. Il va permettre de, par des systèmes d'analyse, des systèmes analytiques, ça va permettre d'aller fouiller dans les données qui sont structurées, mais également dans les données non structurées. On a vu tout à l'heure que le contenu d'un fichier non structuré, c'est difficile de le lire avec un système d'information. Donc on va créer des super moteurs qui vont aller lire le contenu et faire la synthèse de tous les contenus qui existent aujourd'hui, qui sont des milliards de données. Des milliards et des milliards de données. Alors vous avez le côté humaniste et vous avez le côté marchand. Le côté humaniste, je vous parle de médecine, ça peut avoir un intérêt. Le côté marchand, soyez vigilants parce que ça vous concerne. Nous, on arrive en fin de vie, donc ça nous concerne moins. Mais vous, ça vous concerne. Soyez vigilants parce que le côté marchand, c'est le moyen de détecter, de profiler votre comportement. C'est du profilage. Cette idée de faire de l'analyse, de l'analytique, c'est le profilage du comportement du consommateur et de l'être humain. Et à partir de ce profilage, on va vous proposer des produits marchands. Vous avez déjà dû le constater, vous utilisez tous Google, je suis sûr. Vous ne faites pas comme moi, qui suis un vieux rejeton et qui commence à utiliser d'autres moteurs de recherche qui ne sont pas traqués. Moi, j'utilise DuckDuck, je ne sais plus quoi là. DuckDuckGo. J'utilise plus Google. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce que fait Google, il traque absolument tout ce que vous faites. Absolument tout ce que vous faites est tracé à la lettre. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, faites véritablement attention. Quand vous allez sur un site internet, vous allez voir qu'il va vous mettre des publicités tout autour de votre page qui correspondent à ce que vous aimez. Vous ne me croyez pas, je vous fais la démonstration. Vous donnez un accès à Internet, je vous fais la démonstration tout de suite. J'ai été regarder l'autre jour, pour m'amuser avant de venir, parce que je voulais vous apporter la preuve, un bureau chez Ikea. J'ai besoin d'un bureau remplacer celui que j'ai, qui commence à être un peu vieillot. J'ai regardé un bureau avec l'outil Google. Et après, j'ai été regarder des choses sur Internet. Et bien, systématiquement, j'avais autour de ma page des bureaux Ikea qui apparaissaient. Oh là là. Non mais ça c'est parce que Ikea a acheté de la publicité, ce format de publicité. Oui, mais parce que derrière, il y a des moteurs, Oui. il y a des moteurs analytiques qui analysent votre comportement. Il y a des moteurs d'analyse comportementale. Il y a pas moyen de shooter un peu avec des dossiers comme Raspberry, ce genre de choses. Vous pouvez shooter tout ça avec des logiciels libres. Utilisez des logiciels libres. Utilisez DuckDuckGo, par exemple. Il ne trace rien. J'ai zéro publicité depuis que j'utilise DuckDuckGo. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a X quelque chose, là, X je sais plus quoi. Enfin, il y en a plein, j'en ai utilisé plein. Ça marche très bien. Et là, je peux vous dire que je mets interdiction d'écrire comment on appelle ça, peu importe. Je donne toutes les interdictions. Ils ne peuvent pas accéder à mon ordinateur. Et malgré ça, j'accède à toutes les pages. Alors que si je mets le moteur Google, j'accède plus à rien du tout. Si je ne donne pas toutes les autorisations d'intrusion. Les pop-up. Et autres. Voilà l'analyse de Big Data, ça, vous voyez, ça a joué un rôle énorme d'analytique pour la réélection de Barack Obama. Il a utilisé cette technique, cette technologie, pour voir le mode de pensée des gens et qu'est-ce qu'il fallait leur servir comme discours pour qu'ils achètent. Et ils ont revoté pour lui, alors qu'au départ, il était grillé, complètement grillé. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus loin qu'on le pense.
Voilà à quoi ressemble. Il y Conclusion. a la porte. Il fait Voilà à quoi ressemble le big data, en fait, ou plutôt Internet. Ça ressemble à ça. Donc vous imaginez comment on tire l'information de tout ça? Ouais, c'est une représentation, une image de ce que nous avons mis en place. Maintenant, on va tirer de l'information de là-dedans. Une synthèse de tout ça. Conclusion. Voilà, alors on va passer ça, parce qu'il faut conclure. Oui, non, on va conclure. Je vous la montrerai la prochaine fois. Je vais conclure avec... je voulais vous parler un peu de droit international, etc. Mais je sais que vous verrez ça la prochaine fois. Alors, pour répondre à la personne qui m'a dit... Il est parti? Oh, c'est dommage. Qu'est-ce qui m'avait dit que... Qui est parti. Qu'est-ce qui m'avait dit qu'on ne prenait aucun risque, qu'ils étaient obligés de servir, de continuer à servir? Ben, vous voyez, j'ai caché le nom de la société. Machin arrête son service pour récupérer vos documents sur le cloud. Vous avez jusqu'au 30 juillet 2015. Après, vous avez vos yeux pour pleurer. Voilà, c'était quelqu'un qui, enfin des sociétés qui ont fait confiance à celle-ci pour mettre leurs documents sur le cloud. Alors, il y a plein de choses que je voulais vous dire, mais en tout cas, le monde est devenu un village. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous qu'il faut que vous ayez en permanence l'esprit critique. La troisième partie, je vous parlais des différents réseaux sociaux et de leur application sur le commerce international, sur le comportement des humains, etc. Je reviendrai si on me l'autorise, je vais vous parler de tout ça. Et les dangers que ça suppose, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'on fait en dessous pour... à qui appartiennent les données? Il y a tout un débat là-dessus. Qu'est-ce que dit le droit européen? Qu'est-ce que disent les accords internationaux? Le safe harbor, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces actes-là, etc. Ce sont des choses qui... Mais il fallait que je fasse cette introduction pour que vous compreniez un petit peu comment les choses ont évolué tout doucement, comment on est arrivé là où nous en sommes. Parce que si je vous donnais tout d'un coup comme ça, vous n'aurez pas peut-être perçu. Merci beaucoup.